On repart les amis. Histoire, et là pour le coup, André, j'avais parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était au printemps dernier, en mai dernier exactement. C'était le quotidien Le Monde qui avait fait un papier passionnant sur l'évolution de la guerre en Ukraine et qui avait raconté le rôle de Starlink, donc le réseau de satellites d'Elon Musk, dans le siège de Kiev. Et en gros, Starlink avait permis aux troupes ukrainiennes d'être informées en permanence des mouvements de troupes russes, d'avoir énormément d'agilité et voilà, on sait ce qui s'est passé et notamment de bloquer en fait l'arrivée logistique à cette fameuse colonne de chars qui n'a jamais eu le pétrole dont elle aurait eu besoin pour attaquer. Et là, Elon Musk, on va voir le petit tweet, c'est quand même passionnant, quoi. Donc tu as le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui dit « Nous allons tout faire pour aider la population iranienne à pouvoir continuer à communiquer ». Et Elon Musk tweet en dessous « Activating Starlink ». Starlink devient une arme stratégique, donc je pense qu'il a déjà sans doute même envoyé un certain nombre de boîtiers Starlink. Et je parle sous ton contrôle, pas une autorité politique ne peut couper Starlink. Mais voilà, c'est ça. Non, si tu as de l'électricité, ça fonctionne. Ça me fait mal au cœur, mais moi-même, je l'utilise chez moi en Corse. Ça a changé complètement ma vie. Je suis passé de 2 mégabits à 150 mégabits et ils ont passé un abonnement de 99 à 50 euros. Alors c'est terrible, mais c'est imbattable. On l'a pas mis longtemps. Attends, juste remettez le tweet. On l'a pas mis longtemps qu'on puisse lire Blinken. Deuxième chose, ce qu'on ne sait pas. Alors moi, j'étais il y a une dizaine de jours à Washington où justement ce sujet a été présenté même par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan qui donnait ces chiffres. 50 000 boîtiers Starlink dans les 2 premiers mois ont été envoyés par Starlink en Ukraine. Et aujourd'hui, tout le réseau de trains, et il est fondamental, puisque c'est la seule manière de bouger à l'intérieur de l'Ukraine, sont équipés en Starlink. C'est-à-dire à l'intérieur des wagons de train de la Ukrainian Railroad, on a une connectivité à 150 mégas. Ce qui permet au mouvement de troupes, ce qui permet, vous savez peut-être que toute la population ukrainienne, elle a une application qui permet de faire un petit peu du crowdsourcing des positions russes, qui permet d'enrichir le renseignement militaire. Enfin, c'est extraordinaire. Donc ça devient un État quelque part. Ça devient. Alors c'est ma question, André. Mais c'est ce que. Non, mais attends. On est content. Je vais le dire là. On est content que Elon Musk fasse les bons choix. Oui. Enfin, les bons choix en termes de valeurs démocratiques occidentales. Et Mark Zuckerberg a fait les mauvais. On peut peut-être résumer les choses un petit peu comme ça aussi. Ah, c'est remarquable. Mais ça pourrait être mais Poutine. vous avez de la punchline là aujourd'hui. Mais ça pourrait. Ce que tu veux dire, c'est que ça pourrait être Poutine qui a inventé Starlink. Non, ça pourrait être Elon Musk. Genre, écoute, Elon Musk, il a créé PayPal avec un autre gars, tu vois, qui est pas tout à fait dans le même camp. Et qui pourrait tout à fait, lui, se dire tiens, mais en fait, moi, je vais aider Poutine. Ouais. Tu vois, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai oublié son nom, dis donc. Peter Thiel. Peter Thiel, voilà. Et je rappelle que Musk et Thiel étaient parmi les milliardaires de la Silicon Valley, ceux qui étaient le plus en soutien de Trump. Ça, c'est clair, oui. Ouais. Bon, après, c'est horrible, hein. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on constate, c'est que la démocratie délibérative est plus lente que tous les autres systèmes. Et ça, c'est absolument terrible. Moi, c'est la phrase que tu prononçais tout à l'heure. S'il y a un gars qui pense à... C'était quoi 100 fois... voilà. 10 fois 10. Ouais, c'est bien. Quand je me rappelle avoir halluciné à Shanghai, quand en 5 ans, ils ont monté tout le système de transport de la ville. 5 ans. Le Grand Paris qu'on est en train de faire, c'est qui a causé la chute de ce pauvre Luc Lallemand, ça fait 15 ans qu'on est dessus. 15 ans. Parce qu'il y a une petite fleur au milieu de la route qu'il faut protéger, parce qu'il faut... Tiens, tu as vu d'ailleurs sur le nucléaire, il n'y aura plus de petites fleurs au milieu de la route. Voilà. On enlève tout ça, enfin, en fait, on accélère. On peut quand même se réjouir quand même de voir que le numérique, en l'occurrence, oui, absolument, a permis quand même de sauver un pays comme l'Ukraine. Oui. Parce que là, je crois que sans ces éléments-là, c'était réglé. Hein. Donc c'est vrai que ça pose un souci parce que, et d'ailleurs, on peut le généraliser, hein, c'est-à-dire il y a toujours, moi je fais souvent le rapprochement avec le nucléaire, hein, c'est-à-dire que d'un côté,
Marie Curie, elle a trouvé l'atome et on a eu les radios, la radiothérapie, et puis il y a eu la bombe atomique. Bien sûr. Bon, alors avec ce sujet, le numérique en général, c'est la même question. Comment va-t-on l'utiliser? C'est pour ça que moi je suis plutôt promoteur de ce qu'on appelle le numérique responsable, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait des cadres d'utilisation numérique. Et pour revenir à Elon Musk, qui est un type que j'admire mais que je n'aime pas beaucoup, je trouve... Allons bon, qu'est-ce qui t'a fait? Non, moi, je me suis même exprimé là-dessus en disant que je trouvais qu'il avait des déclarations qui étaient totalement inadmissibles. Ce qu'il a fait sur Tesla, ce qu'il a fait sur Twitter, relevé du délit d'initié. Les trucs boursiers. Incroyable. Je crois que c'est un grand garçon qui s'amuse plus qu'autre chose. Excuse-moi, mais en France, j'aurais dit le quart de ce qu'il avait dit sur ma société, je passais à la casserole, ça c'était sûr. Et là, il est passé entre les gouttes. Bon, il est passé à la casserole un peu aussi. Un petit peu, mais vraiment, ça méritait beaucoup plus. Donc, j'aime pas trop le personnage. En revanche, j'admire évidemment tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait. Et je trouve que ce que tu as dit est tout à fait légitime et inquiétant. On ne peut pas laisser ce genre de sujet à la main d'un Elon Musk. Eh ben voilà c'est ça le sujet. Je sais rien. Des régulations qui ne permettent pas pour un type d'avoir ce pouvoir. Pas sûr. Vas-y, André. Moi, le sentiment que j'ai eu, alors c'était une conférence, comme quoi on n'est vraiment pas prophète dans son pays, puisqu'on était les représentants européens, où il y avait la fine fleur de tout ce qui est technologie américaine, et on avait l'impression qu'il y avait une espèce de fusion entre des acteurs comme Starlink, qui sont aujourd'hui intégrés dans une diplomatie américaine très claire. Je pense que Musk ne va pas aller à l'encontre des intérêts américains. T'en es sûr? Voilà, c'était une de mes questions. Mais en plus, ils peuvent le débrancher demain avec les fréquences, par exemple. Donc ça, les Américains, eux, peuvent débrancher Starlink, mais personne d'autre. Rappelez-vous, Starlink n'est pas arrosé de subventions comme nous, on adore faire ici en France, finalement sans contrepartie. Il est arrosé de contrats publics. Ouais. C'est comme ça que quand même Starlink a émergé. Aujourd'hui, je rappelle que 99%, on parle du New Space, 99% des contrats vont aux 3 grands acteurs de la défense. Si on pense que grâce à ça, on va avoir une révolution, je pense Et deuxième chiffre très inquiétant pour les Européens, 3 lancements d'Ariane, 31 de Starlink, de SpaceX l'année dernière. Cette année, 2022, 2 d'Ariane, 60 de SpaceX. Donc on n'est même plus dans les ordres de grandeur, on est dans les doubles ordres de grandeur. Bref, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Mais non, on est dans un état où il y a le régalien d'un côté, et où il y a le privé de l'autre qui s'écharpe sur tous les sujets. Et cette intégration, il faut qu'on la trouve. Non, c'est clair. Et malheureusement, dans les pays autoritaires, ils le font de manière encore plus... On voit un modèle assez similaire, finalement, aux États-Unis. Sauf qu'à un moment, il y a la démocratie qui en profite. Moi, je ne suis contre cette fatalité. J'entendais effectivement Thierry Breton dire oui, le DMA, c'est normal, ça a pris 3 ans. Attends, il faut que tu nous expliques, tu sais, le DMA, on n'arrive pas à suivre. Les nouvelles réglementations Digital Market Act. C'est normal, la démocratie est plus lente. Non, je pense que ce n'est pas une fatalité. La démocratie n'a pas toujours été plus lente. Elle doit être au moins aussi rapide que les pays autoritaires. Et là, elle est beaucoup plus puissante. Enfin, je pense qu'il faut, si on ne croit plus en nous, il faut tout de suite arrêter. Tu disais tout à l'heure toi-même que le rôle de l'État était de mettre un cadre. Oui. Et là, on est en plein dans le sujet. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, et puis cette vivacité. Surtout un cap. Parce que le cadre a un côté... Non, justement, je préfère le mot cadre que cap, parce que cap, on est d'accord, c'est facile à dire. Mais il faut en plus un cadre. Parce que, finalement, on ne veut pas laisser autant de pouvoir à un individu, quel qu'il soit. Et je crois que la démocratie, c'est de dire que, justement, l'État doit fixer un cadre. Qui dit cadre ne veut pas dire empêcher les choses. C'est ça le sujet. C'est là qu'est le truc compliqué. C'est pas le facile chemin de crête, comme on dit. Le chemin de crête. C'est un terrain de jeu, en fait. C'est plus. Mais s'il n'y a pas de cap, c'est sûr que le terrain de jeu, les règles du jeu ne seront jamais définies. Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cap au niveau français ou européen. Enfin, on ne sait pas où on va. À un moment, effectivement, la NASA a fait un choix. Ce choix d'Elon Musk, on l'a poussé, on lui a donné les moyens d'avancer parce qu'on avait détecté qu'il pouvait le faire, quoi. Voilà. Et ensuite, et sur ce changement de méthode, en plus, on le laisse. Il y a ça aussi qui est important quand même, c'est qu'à un moment, personne à la NASA n'est venu dénoncer les super profits d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, on le laisse réutiliser l'ensemble du pognon qu'il a pu gagner pour derrière faire Tesla, quoi. Ça, c'est un point important, c'est qu'en fait, il y a en France une espèce de culture d'opposition qui est nourrie tous les jours entre le public et le privé. C'est-à-dire que le public, ce serait le lieu en fait de l'engagement et du sacrifice, et puis le privé, ce serait l'endroit
où on viendrait en fait s'enrichir et faire des super profits, c'est entretenu en fait tous les jours dans tous les cercles de la vie quotidienne et de la vie économique. Et ça tue complètement en fait ce que tu décris, c'est-à-dire cette nécessité de contractualiser entre le privé et le public. Parce que c'est vrai qu'il faut des contrats. C'est vrai qu'il faut des contrats. Et c'est tellement long d'avoir des contrats. Des contrats avec l'État. Enfin, quand tu es start-up et que tu veux un contrat avec l'État, forget it. Hein. Forget it. Il vaut mieux passer du temps ailleurs. Souveraineté numérique. Donc, André, mais ça doit être ton 14e point de vue sur le sujet. C'est-à-dire, je lisais le truc, c'était très intéressant. J'ai un côté je demande toujours à mes amis où est-ce que c'est la persévérance et où est-ce que c'est l'obstination. Quand on est dans l'obstination, il y a un côté Sisyphe quand même. Il y a un côté Sisyphe dans le truc. Donc, point de vue qui très intéressant, servir de base à notre discussion. Tu mets un certain nombre d'éléments. Donc, c'était écrit avec Mathieu Courtecuisse qui vient nous voir régulièrement. Et un troisième co-auteur, Jean-Hervé Lorenzi. Jean-Hervé Lorenzi. Alors d'abord, oui, parce que j'en avais parlé hier, je vous promettais le chiffre. Tu dis, seuls 3,5 milliards d'euros d'amendes ont été effectivement payés par les 5 géants américains sur les 23 milliards d'amendes émises. Oui. Et sur les 300 milliards de leur profit 2021. Oui, mais ça, à la limite, leur profit... Oui, mais ça veut dire que ça n'a aucun impact. On est quand même... Normalement, la politique, c'est l'impact. Normalement, l'engagement personnel, on est là pour avoir un impact sur le futur, sur nos vies, sur nos enfants, etc. Ça n'a aucun impact. Mais je pense que Mme Vestager, il faut qu'elle commence à le comprendre. Enfin, pour moi, je pense qu'on ne change pas les gens, on change les gens. Je pense que la commission, la politique de la concurrence, on l'a vu encore dans les derniers jours, a besoin d'un coup de balai, mais terrible. Parles de TF1 M6, on n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Parce que ce cadre... Moi, j'avais écrit un petit papier, alors... peut-être les papiers... T'éloignes pas trop du micro, André. Aucun intérêt, mais qui est de dire les réglementations du 21e siècle sont des réglementations qu'on doit aussi pouvoir faire évoluer en permanence. Donc je l'appelle ça, c'est un peu comme les pop-up stores, je les appelais les pop-up regulations. C'est-à-dire il faut aller vite pour les faire, et tous les 6 mois, voir si c'est encore adapté. Qui sait faire ça aujourd'hui? Les pays autoritaires. Ils ont un avantage compétitif sur notre système. Si on met 3 ans avec des discussions totalement non transparentes pour arriver à un résultat qui, de toute façon, est déjà périmé, on va être de plus en plus dans la surprise stratégique. Et je pense que c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que depuis 3-4 ans, on a ce sentiment qu'on n'a plus aucune maîtrise sur les choses. Alors, si je peux me permettre, j'ai lu ton papier. Attends, je vais donner juste, il y avait un autre chiffre impressionnant, et puis je te donne la parole juste après, André. La part européenne du cloud est passée de 30% à 15% depuis 5 ans. J'ai l'impression là, mais on recule de manière importante. Alors, j'ai lu avec attention ce papier parce que moi, je suis très engagé sur les questions de souveraineté numérique, peut-être que tu le sais, depuis des années. Si tu permets, je dirais qu'il y a une petite faiblesse dans le papier parce que là aussi, c'est mon côté prof de maths et je suis toujours dans la rigueur. On mélange 2 sujets. Le premier sujet, qui est celui de la taxation des profits des GAFAM, sur lequel, alors là, je te rejoins à 100%, c'est tout à fait ridicule et il est absolument nécessaire, comme dans n'importe quelle organisation, qu'ils contribuent à la hauteur de leurs revenus, de leurs bénéfices en Europe. Et c'est vrai. Mais pourquoi parler de ça quand on parle de souveraineté numérique? C'est pas ça, la souveraineté numérique. C'est un autre sujet. Là, c'est une question de taxation. L'autre partie du papier, en effet, est beaucoup plus adéquate par rapport à la question de la souveraineté numérique, qui pose un problème énorme, sur lequel j'ai été souvent critiqué, mais je suis obligé de représenter le pragmatisme, en quelque sorte. Toi, c'est ça. Le pragmatisme, c'est-à-dire, on le voit, le cloud est l'extrême majorité utilisée par des clouders américains. Il faut quand même le rappeler, c'est près de 80% du CAC 40 qui utilisent les hyperclouders. Et on l'a entendu il y a quelques jours, 65% des startups qui les utilisent. Et c'est un vrai sujet, un vrai sujet de souveraineté numérique quand on connaît les réglementations, etc. Mais il y a un moment, quand je dis je veux être pragmatique, c'est que ça soit des start-up, ou que ça soit des grands patrons, ou que ça soit même des grands patrons dans le public, on connaît d'autres sujets. Je dois avoir
je dois résoudre mon problème de lancer un projet, de faire tourner ma boîte, je vais chercher la solution qui est la plus adéquate. Et malheureusement, alors j'insiste, bon alors... on en a beaucoup parlé ensemble. Si je veux le ressortir, je le dis encore une fois, malheureusement, encore à ce jour, on n'a pas trop le choix. Alors, bien sûr, et d'ailleurs Open est un des premiers acteurs sur le sujet. Juste pour information, nous venons de gagner le grand référencement du public pour le passage au cloud. Donc c'est Atos et Open qui vont porter le passage au cloud dans le public. Nous travaillons évidemment avec les hyperscalers, mais nous travaillons, et je suis très heureux de le dire, avec des gens comme Scaleway, 3D... tu ne peux pas, mais soyons concrets. Alors, concrètement, tu ne peux pas te dire, toi, là, avec ce grand chantier, nous allons réserver, c'est ce que veut André, nous allons réserver 50% du domaine public. Non, c'est justement... Alors je finis, je vais juste finir parce que je veux que ma position soit très claire. Nous allons donner la priorité, nous allons essayer de favoriser les solutions françaises. Mais dans certains cas, et dans beaucoup de cas, malheureusement, on sera obligé encore de prendre des solutions américaines. Et le problème, c'est que les réglementations arrivent, la DINUM, de l'État, les ordonnances et compagnie, qui vont faire que peut-être qu'on sera contraint de ne pas prendre des solutions américaines dans l'intérêt de nos clients, pour répondre à ce cadre-là que je considère comme un peu trop abusif. Et tu dis on va y perdre en efficacité. Et on va y perdre, je dis, c'est la réalité. Parce qu'il ne faut pas prendre les patrons de start-up ou les patrons de public ou les patrons de grands comptes qui choisissent les hyperscalers qui sont irresponsables. Okay. Ils le font par efficacité. Qu'est-ce que tu réponds, André? Ça m'intéresse. Très, très surpris. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis complètement aujourd'hui, pas en désaccord, parce que je les soutiens, avec les petits acteurs du cloud qui aujourd'hui disent il faut acheter français. Ça, c'est l'Europe forteresse. La défense, ça ne marche pas. On le voit encore en Ukraine. Ce qu'il faut, c'est faire ce que, par exemple, fait l'aéronautique. C'est systématiquement imposer dans un appel d'offres qu'on consulte une solution américaine et une solution européenne. Comme ça, en plus, on pourra quantifier la différence, ce qui mettra une pression aux différents acteurs. Deuxième chose, par contre, il faut que les acteurs publics, c'est-à-dire l'État, lui, doit... De toute façon, on a quand même des administrations qui ne sont pas très efficaces, donc on n'y perdra pas grand-chose. Une fois que les frontières sont franchies, il n'y a plus de limite. Donc elles doivent en priorité. Il ne faut pas que l'État demande au privé de devenir moins efficace, je te rejoins totalement. Par contre, l'État doit prendre en priorité du OVH, du Scaleway. C'est ça qu'il doit faire. Et troisième chose, il faut que l'État fasse son boulot. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché du digital. Donc Breton, il est d'abord en charge du marché du digital. Aujourd'hui, vous êtes un acteur du cloud en France, vous avez besoin d'avoir une certification ANSI, vous allez en Allemagne, juste de l'autre côté du Rhin, il faut une certification du BSI, qui est les mêmes. Ça, c'est le boulot qu'on attend des réglementaires. Et si on a enfin cette économie d'échelle, on a une chance. Oui, mais alors, je te rejoins. Attends, parce que je vous ai entendu tous les deux. Non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur... Ce que dit André, c'est ce dont tu vas être chargé, là, c'est-à-dire le secteur public. Il faut que la moitié de ce que tu vas mettre sur le cloud du secteur public... J'ai pas dit la moitié. T'as pas dit la moitié? J'ai pas dit la moitié. Non. Pourquoi tu dis pas la moitié? Parce qu'on ne sait pas quoi. Parce qu'on sait pas. Il faut être pragmatique là-dessus. Il faut être pragmatique. Ouais, mais si tu dis pas la moitié, tu vas te retrouver avec quasi rien, tu sais. Non, je pense parce que justement, c'est moins efficace. Attends, alors donc qui tu vas sacrifier? Je voulais pas le faire. Les inspecteurs du travail, par exemple. Le HDH. Je voulais pas le faire. Je voulais citer le HDH. Health Data Hub. Voilà, le Health Data Nos Hub. données de santé. Critiquées, etc. Quand vous voyez toute la journée, parce que ça arrive régulièrement, des fuites de données dans les hôpitaux, un peu partout, etc. Et par manque de sécurité, de protection, c'est un gros problème. Je dis discrètement parce qu'il ne faut pas trop le dire. Le HDH, il ne faut pas qu'il soit attaqué en plus. Le HDH, il n'y a pas de souci de données. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose qui est sécurisé, qui fonctionne bien et qui répond aux besoins? Mais non, oui, mais à un moment, il faut... Parce qu'on n'en sortira pas, tu comprends? Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas... La servitude volontaire, à un moment, il faut que ça s'arrête. Tu ne peux pas rentrer dans cette vassalité. Alors d'accord, je suis d'accord avec ça. Et moi, je suis prêt. Premièrement, il faut créer un cadre, moi aussi, près de mes données de santé, tu vois. Un cadre qui permette aux Français et aux Européens en général de bien se développer, ça je suis d'accord. Deuxièmement, il faut, quand c'est possible, leur donner la priorité, je suis aussi d'accord. Et troisièmement, excusez-moi, il faut qu'ils se bougent un peu.
qu'ils deviennent plus performants, qu'ils prennent les validations Secnum Cloud, etc. Donc c'est à eux aussi de faire le job. Peut-être pas pour réussir à avoir exactement le même niveau que les hyperclouders, mais en tout cas un niveau acceptable. Là où on a une différence, c'est que moi je pense par contre que l'État, la Commission européenne, doit prendre uniquement des solutions européennes. C'est à eux de le Ah faire. ben voilà, on est d'accord. On est bien d'accord. Mais bien sûr. Là, Au détriment de la qualité. Eh ben oui. Oui, parce que sinon t'en sors plus. Excusez-moi, le secteur public aujourd'hui, sa qualité, sa performance, sa compétitivité n'est pas aussi importante que la compétitivité des entreprises. Par contre, sur les entreprises, quand j'entends que aujourd'hui on demande aux entreprises de dégrader leur compétitivité, parfois, ça c'est un problème. Mais je pense que c'est à l'État de faire. Et c'est quand même le succès de Musk, ça a été ça. Je suis pas d'accord du tout. Mais je sais que t'es pas d'accord. Mais qualité des entreprises publiques, hein, parce que moi je peux te non, dire. pas des entreprises publiques. Si. Je parle pas des. Non, même l'administration. Je parle des administrations. De l'administration, qui est un de mes premiers clients. Hein. Je fais 30% de mon chiffre avec l'administration, donc je crois que je peux en parler. Je les connais bien et je m'occupe personnellement de certains comptes qui se traitent exactement comme des entreprises publiques. Et les gens que j'ai en face de moi ont la même exigence que les entreprises privées. Non, c'est justement le contraire. C'est que, comme ils sont très exigeants sur la qualité... Eh ben qu'ils soient moins. Ah oui, alors vous êtes mais non, mais enfin, bon Dieu, on voit combien on paye notre dépendance au gaz. Mais alors, la dépendance au digital, mais c'est 100 fois ça. On ne peut pas accepter ça à un moment. Alors là, il faut encore redéfinir ce qu'est la souveraineté numérique. Parce que c'est encore un autre sujet. Parce que ce n'est pas parce que tu utilises un hyperscalaire américain que tu as de la dépendance. C'est une autre question. Bah, bien sûr que si. Non, la question, elle est sur le risque du Cloud Act et du Patriot Act. Non, elle est qui quand est même un sur autre la problème. dépendance, parce qu'on voit bien aujourd'hui que leur position fait qu'ils ont des augmentations de tarifs aujourd'hui qui ne sont pas du tout justifiées par les prix de l'énergie. Quand vous avez des grands acteurs qui augmentent de 10 ou 20% aujourd'hui leur abonnement, et je rappelle, vous parliez d'exponentiel, aujourd'hui il n'y a aucun effet d'échelle, c'est-à-dire c'est assez linéaire, hein, c'est-à-dire plus vous utilisez. Une des autres analyses qui serait intéressante à savoir, ça serait combien de toutes les subventions qu'on donne dans les startups se retrouvent en achat de licences Microsoft 365. Oui, c'est bon ça. Et l'estimation, comme ça, au doigt mouillé, elle est de 20 à 30%. Bénédicte, ton point de vue sur cette histoire. 20 à 30%, c'est immense. Comment est-ce que tu arrives à arbitrer? Qui se retrouvent dans les poches des géants américains. Moi, si je devais ramener la question à des décisions opérationnelles que je peux avoir, la question c'est d'arriver à ce que les cycles de décision de ces sujets-là soient plus courts, en fait. Voilà. Et en fait, quand je vous entends, je me dis, finalement, si on doit manier la chèvre et le chou, on est dans quelque chose qui risque, en fait, à nouveau, de prendre un temps fou. Et je rêve, en fait, d'avoir des directives ou des façons de faire des appels d'offres ou des machins qui soient si courts qu'en fait, les enjeux de trésorerie ne deviennent pas des sujets de quotidien, tu vois. C'est ça que je trouve... Oui, mais ça ne change rien au fait que tu choisis, à un moment, tu fais un choix, non pas en fonction de l'efficacité de la solution, mais en fonction de peu importe, son drapeau. À la limite, du moment que les... C'est bien résumé. Ouais. Oui, mais peu importe, du moment que les choses sont rapides. Parce qu'à un moment donné, le bénéfice... Ça ne change rien que ce soit rapide ou... Rapide et évalué. C'est toujours bien si c'est rapide, mais qu'est-ce que ça change que ce soit rapide? Non, mais une décision de... Dans une boîte en croissance, quand c'est pas rapide, tu mets en danger la boîte parce qu'en fait, le temps d'attendre un truc, tu n'as pas ton client. Non mais d'accord, mais ça, qu'est-ce que ça change entre Microsoft et OVH que la décision soit rapide? C'est toi qui la prends rapidement ou pas? C'est toi qui la prends rapidement. Bon, mais après, le sujet, c'est est-ce que tu choisis Microsoft et OVH et sur quels critères? D'accord. Pour l'instant, moi, j'ai choisi Microsoft. Et sur quels critères? Parce que c'était plus efficace. Et t'es d'accord que ça pose un problème quand même? Oui. Ben voilà. Oui, elle est d'accord. Et moi aussi, je suis d'accord que ça pose en fait, un problème. La question... Mais ce sera toujours plus efficace. Tu comprends, Guy? Ce sera toujours plus efficace. Tout à l'heure, j'ai bien précisé les choses. On ne leur demande pas d'arriver au même niveau, mais d'un niveau acceptable pour que, même moins efficace, on puisse les choisir. Et pour revenir à l'argument que tu as donné sur les augmentations de tarifs, pour exprimer la dépendance, désolé, mais les Français ont mis des augmentations de tarifs. Donc la dépendance, ce n'est pas là-dessus. Un mot, non, mais remarque, parce que on reparlera du travail, Bénédicte voulait parler du travail et des difficultés de recrutement et tout, mais en même temps c'est récurrent quand vous reviendrez, je crois que le sujet ne sera pas réglé. Le sujet sera pas réglé. Non, parce que attends, tu dis un truc qui m'intéresse beaucoup là. André, tu dis, il faudrait, plutôt que de faire des trucs DMA, DSA, enfin bref, un bouton, je récupère mes données,
Et les transferts, mais les transferts où je les prends sur clé USB, voilà, on s'en fout, quoi. Je récupère mes données, elles m'appartiennent, elles ne vous appartiennent plus. Ça, ce serait... Ça, c'est une vraie rupture. Ce serait une vraie rupture ? Bien sûr. Et ça, le Parlement européen, la Commission pourrait tout à fait, s'ils avaient la prescience. Mais je récupère mes données, mais qu'est-ce qui empêcherait les GAFA de te donner tes données, puis eux gardent une copie, quoi. Enfin, tu vois, il y aurait... Non, tu peux considérer que tu as un droit à l'oubli, le droit à l'oubli. Droit à l'oubli. Et tu transfères tes données, oui, bien sûr. Pour que les données reviennent une propriété personnelle. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces données sont monétisées par d'autres. Enfin, ça, c'est un vieux thème très récurrent. Bien sûr. Ça serait un bouton beaucoup plus intéressant. Enfin, alors, avant de venir, j'ai compté depuis ce matin 8 heures que j'ai quand même appuyé 17 fois sur je refuse les cookies, quoi. Oui. Plus personne ne regarde. Alors, soit on refuse, soit on accepte parce que... Moi, j'accepte tout. On a mal lu, etc. Non, c'est pas qu'on a mal lu, c'est qu'on s'en fout. Ce bouton n'a aucun intérêt. Si, parce que je préfère être assommé avec des spams pertinents sur des bonnes bouteilles de vin, par exemple, plutôt qu'avec des, je sais pas moi, des clubs de golf. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est un aspect personnel. L'aspect vraiment stratégique, c'est comment est-ce qu'on crée une économie de la donnée. Et je pense que ce genre de petite astuce pourrait totalement changer la donne. En tout cas, c'est un nudge qui serait très chouette. Extrêmement intéressant. Il faut ajouter quand même que quand on parle des cookies, de l'acceptation, on voit que la face émergée de l'iceberg du RGPD, que le RGPD a permis de confier la responsabilité aux entreprises. C'est eux qui doivent faire, lorsqu'on leur demande, la preuve qu'ils respectent la propriété des données. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un progrès. D'ailleurs, moi, contrairement à beaucoup de gens, je défends le RGPD, qui est très critiqué. André dit que c'est une barrière à l'entrée supplémentaire pour l'innovation. Alors on peut le voir comme ça. Oui, il n'a pas tort, mais on peut le voir aussi comme quelque chose qui nous protège. Alors justement, tous ceux qui parlent de la souveraineté des données devraient se réjouir du RGPD. Et j'en profite pour dire que cette barrière dont tu parles, et qui est tout à fait exacte, maintenant est en train de se répercuter dans d'autres pays. L'Inde, la Californie, etc. sont en train de réfléchir à mettre le RGPD. La Californie, il y a 10 ans qu'on entend ça. Moi, je me souviens, c'était Zuckerberg disant en fait c'est formidable le RGPD, on va le faire. On attend, ça va moins vite qu'Elon Musk. C'est sûr. La Californie a passé, effectivement, il a tout à fait raison, sauf que ils ont fait une petite différence, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas appliqué pour tout le monde. Ils ont fait une différence entre les grands groupes et les sociétés de taille. Donc dis donc. On revient à nouveau sur comment est-ce que... Et quand on a voulu faire ça, rappelez-vous, il y a un an, c'était le commissaire à la justice, Didier Reynders, qui a dit « Ouh là là, ça avait été tellement épouvantable de faire des discussions sur le RGPD, ne réouvrons pas parce que c'est trop complexe, parce que ça va prendre trop de temps. » Donc comment est-ce qu'on fait des réglementations qu'on peut très vite adapter? Parce qu'effectivement, on avait la bonne vision, mais aujourd'hui, le risque, c'est qu'on se tire un petit peu dans le pied. Comment t'appelles ça? Pop-up regulation? Pop-up regulation. Non, mais c'est un principe sain qui consiste à aller vite et donc à revenir régulièrement dessus pour s'améliorer. Oui, mais c'est contradictoire avec... Enfin, pardon de vous ramener au début de notre discussion, c'est contradictoire avec l'idée qu'il ne faut pas donner des gifles aux gens, qu'il faut respecter le débat démocratique, qu'il faut... Si l'enjeu, c'est que tu le fais sur un délai court, c'est beaucoup plus admissible si les gens savent que tu peux revenir dessus. Là où les gens sont inquiets, c'est quand en fait tu prends des décisions qui vont les engager pour si longtemps et qui les figent. Mais tu dédramatises si tu travailles sur des cycles courts et que tu les regardes régulièrement. Je te ferai passer ce papier qui a été publié par le New York Times, comme quoi c'est bizarre, c'est le New York Times qui l'a publié, non pas un journal européen, mais qui justement disait ça nous permettra d'aller aussi beaucoup plus vite avec la réglementation, parce que les gens n'auront pas l'impression qu'ils s'engagent sur 20 ans. D'accord, je comprends. Et c'est pour ça que je pense que le DSA et le DMA, cette espèce de dire... j'ai entendu à nouveau un commissaire européen dire pour 20 ans, pas pour 40 ans. Pour 20 ans, c'est la règle. Ouais. Mais c'est affreux, on fige le système. Et on se fige avec, on momifie l'Europe. Ouais. Bien. Merci, chers amis. Donc, tu m'envoies ton papier... Non, mais sérieux, c'est fini. Bah ouais, c'est bien. On n'a pas parlé d'emploi du tout. Non, mais non, je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le temps, et j'ai dit, mais quand vous reviendrez, très bientôt, je pense que les difficultés de recrutement seront toujours les mêmes. Et ça, c'est un point que, alors tu vois, tiens, je vais faire un petit teasing parce que j'en reparlerai lundi. Il faut aussi changer
le logiciel politique là-dessus. C'est-à-dire, je voyais Elisabeth Borne, l'hydrogène, où elle dit ça va créer je ne sais plus combien d'emplois. Non, mais il faut arrêter avec ça, quoi. Voilà. Les gens ne sont pas là, de toute façon. Donc parlons marge, parlons modernisation, progrès, gain de productivité, etc. Mais l'espèce de logiciel permanent de l'emploi. Ils ne sont pas là. Moi, ce que je dis, c'est parlons du fait qu'ils soient là. Oui, formons-les, toi, tu dis. Ben oui, il y a des centaines de milliers d'emplois. Bon, on en reparle. Non, mais on est au bout, c'est fini. Non, il n'y a pas de sujet. Non. C'est fini. Demain, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.